On peut aimer beaucoup, énormément, passionnément, mais parfois, l'amour en aveugle. Dans le cas des églises, certains groupes de citoyens redoublent d'efforts afin de conserver ces immenses bâtiments auxquels tant de souvenirs sont attachés. Mais quand faut-il s'arrêter? À quel moment doit-on cesser de s'acharner? Médecins du patrimoine, architectes et ingénieurs sont donc appelés au chevet de ces immeubles parfois trop âgés ou trop usés pour être sauvés. Mais parfois, leur diagnostic est favorable et des mesures peuvent être prises afin de les soigner. Comment fait-on pour les sécuriser, les rénover, les transformer, afin de leur redonner un rôle, une mission au sein de leur communauté? Ici, on est dans une église qui est de l'église de Percé, Saint-Michel-de-Percé, qui est en train de se chercher une vocation. Et ça, c'est les projets qui m'intéressent le plus parce que je considère que les églises, c'est notre patrimoine le plus achevé au Québec. Et on sait qu'avec la baisse de la pratique religieuse, bien, on se demande quoi faire avec ces grands bâtiments-là. Donc, c'est toujours des dossiers très complexes, mais je considère que ce sont des dossiers qui sont très porteurs pour les communautés. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on fait des projets de transformation, puis ça m'intéresse. L'Église en tant que telle est dans un bon état. La structure, les fondations, c'est solide. C'est pas... Des fois, on voit des bâtiments, comme on dit, qui ont les pieds dans l'eau. Ici, c'est pas ce qu'on a vu. Évidemment, c'est une église qui, depuis quelques années, n'est pas chauffée du tout. Ça aide pas au niveau des finis intérieurs parce que ça affecte, mais ça, c'est sûr, c'est cosmétique. Mais le problème, c'est que ça coûte des sous repeindre. On y est venu principalement pour le clocher Est, qui a des problèmes de structure quand même très importants, mais on est capable de trouver des solutions, fait que des solutions à court terme, des solutions à long terme aussi, puis il y a un projet de transformation qui s'en vient, fait que je pense que c'est ça, il faut penser en deux temps, là, le court terme pour sécuriser, puis le long terme pour bien faire les choses pour la suite. Court terme, c'est 1 an. 1 an parce que là, actuellement, on se parle, mais là, les maçons sont déjà en train d'essayer d'empêcher l'eau de rentrer dans les composantes, mais il y a des choses qu'on doit faire qu'ils ne peuvent pas faire comme ça. Il faut se préparer. Là, actuellement, tous les professionnels, on est là, on observe, puis on voit les choses, mais après ça, il faut réfléchir, il faut estimer, il faut regarder les faisabilités techniques. Une fois qu'on va refait le tour, de parler avec l'ingénieur, savoir exactement, lui, c'est quoi son verdict, parce qu'on travaille en équipe, là. Donc, l'ingénieur, il va dire quelque chose, puis, tu sais, ce serait le fun qu'on arrive à la même conclusion. Quand c'est juste l'architecte qui fait la conclusion ou juste l'ingénieur, c'est jamais optimal. L'église Saint-Michel est l'un des joyaux du patrimoine architectural de Percé. Faite de pierres locales, c'est d'après les plans exécutés en 1898 par l'architecte montréalais Joseph Venn que débute au printemps de 1900 la construction de la 5e et actuelle église de Percé. Heureux mélange des styles byzantin et roman, l'édifice se compose d'un élément principal d'aspect carré, flanqué de 2 chapelles latérales et prolongé d'un sanctuaire de forme semi-circulaire auquel se greffe une sacristie au contour octogonal. Le lieu de culte est dédié à l'Archange Michel. Cette église peut accueillir environ 350 paroissiens. Actuellement, je suis en charge de différents projets à la municipalité, notamment celui de l'espace culturel et de congrès de Percé, qui vise entre autres la transformation, la revalorisation de l'église Saint-Michel de Percé, ainsi que 2 autres bâtiments, le Prato, qui est sur la rue de l'Église, et le bâtiment de l'ancien entrepôt frigorifique, qui est sur la rue du Quai, un peu plus loin. L'objectif de commun de tous, je pense, là où on se rejoint tous, c'est de pérenniser le bâtiment, d'assurer sa pérennité, d'assurer qu'il soit conservé dans le temps. À plusieurs reprises, il y a eu des événements qui se sont tenus dans l'église
compte tenu que c'était le seul endroit, le seul bâtiment où on pouvait rassembler plusieurs centaines de personnes à Percé. Ça a été, il y a eu des demandes précises à certains moments, donc des soirées de type banquet, gala. Il y a eu une première du film de la Maison du Pêcheur qui a été tournée à Percé, donc la projection. On a fait l'expérience de différents événements. Et les commentaires étaient extrêmement positifs, ce qui a encouragé l'équipe municipale à proposer à la fabrique cette transformation-là, parce que les expériences avaient été positives, mais bien qu'à chaque fois, ça demandait beaucoup de temps et d'énergie et d'huile de bras, comme on dit, pour transformer l'église, tout enlever les bancs et placer ça, donc faire en sorte que l'église soit équipée pour recevoir l'événement et ensuite rapidement remettre l'église en fonction. Mais ça a été quand même, je veux dire, une sorte de test pratique à quelques reprises où on voyait le potentiel que ça pouvait donner que de tenir des événements qui sont aussi des rassemblements, tout comme ça a toujours été. Le bâtiment a toujours été un lieu de rassemblement. Mais bon, avec la nouvelle réalité, il s'agit de repenser cet espace-là pour tenir des rassemblements à nouveau, mais de différentes natures. Tu sais, toi puis moi, on en parlait de la saisonnalité puis d'essayer de travailler sur l'hiver. Ben on commence, puis ça va être un gros morceau, tu sais, parce qu'on va l'isoler. Il y a une période de transition, si on veut, en ce moment, où il peut y avoir des célébrations dans une petite salle par où on est rentré, là, la petite salle sous la sacristie. Et c'est l'objectif aussi de maintenir un lieu de culte dans le cadre de la transformation, dans le projet, dans la programmation des usages. Il y aura la possibilité de maintenir un lieu de culte. Donc, c'est une volonté du milieu, une volonté de la fabrique on va tout faire en sorte pour assurer le résultat là-dessus. À L'Anse-au-Griffon, les premières réflexions quant à l'avenir de l'Église se sont amorcées vers 2010. Suite à un processus de démarche consultative, la position de la population s'est avérée plus que positive. Par la suite, les paroissiennes et paroissiens se sont prononcés en faveur du projet de salle communautaire. Un carnet de santé permettant de connaître l'état du bâtiment de l'Église et du presbytère a été commandé auprès de la firme d'architectes Pierre Bourdage Architectes de New Richmond. Le carnet de santé, c'est un terme qu'on donne pour décrire un peu l'expertise préliminaire qu'on va faire sur un ensemble de bâtiments existants. On se rend sur place avec une équipe technique et les architectes, et puis on vient analyser toutes les composantes du bâtiment existant pour définir son état. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la toiture est en bon état, les portes et fenêtres, les revêtements extérieurs. Il y a l'ingénieur aussi qui participe avec nous à cette expertise-là, qu'on nomme le carnet de santé du bâtiment existant. Donc, l'ingénieur, lui, va venir valider les composantes techniques du bâtiment, la structure, est-ce que la structure est encore en bon état. Le but, dans le fond, de faire ce carnet de santé-là, c'est vraiment de venir nous indiquer si oui ou non on peut conserver certains éléments ou si on doit les remplacer ou les réparer. Moi, je trouve que c'est inévitable. On se doit comme professionnel d'aller explorer les composantes du bâtiment parce qu'en fait, le carnet de santé vient un peu dicter de quelle façon on va pouvoir transformer ce bâtiment-là. À ce moment-ci, on est toujours dans l'étape qu'on appelle l'étape d'incubation du projet. Moi, je le vois en deux grands volets, c'est-à-dire l'incubation du projet qui va nous mener jusqu'au concours d'architecture qui sera lancé potentiellement à l'été ou à l'automne 2022. Le concours d'architecture va nous permettre de déterminer un lauréat en bout de course qui, lui, aura un mandat par la suite pour finaliser le concept, faire les plans et devis et, ultimement, mettre en œuvre le projet. Notre travail à ce moment-ci, c'est d'amasser toute l'information pertinente sur l'état du bâtiment, sur les besoins du milieu, la programmation des usages qu'on veut voir apparaître dans ces espaces-là. On fait une étude de marché en parallèle pour le nouveau produit qu'on veut développer à travers ce projet-là. Une panoplie d'informations qui sont pertinentes, qui vont faire comme un livre de recettes, si on veut, qui seront partagées ensuite aux concurrents au concours d'architecture. Et sur la base de ces informations-là, ces gens-là nous concocteront les plus belles propositions, dont une sera la lauréate.
ça remplace, si on veut, un peu le processus d'appel d'offres traditionnel pour déterminer une firme qui fera le travail. Donc, plutôt que de faire un appel d'offres et de baser notre sélection sur l'ouverture des soumissions, dans ce cas-ci, on base la sélection sur un projet, sur un concept proposé, donc sur le projet lui-même. Et ce sera un jury neutre qui sera déterminé au préalable avec le conseiller professionnel qui fera la sélection du lauréat. Le chemin couvert, c'est un lieu dans les... Des fois, il n'était pas là dès l'origine. Puis à un moment donné, au Québec, le chemin couvert sert à relier la sacristie et la nef sans passer par le chœur. On a beaucoup de chemins couverts au Québec. Puis souvent, ils ont été rajoutés par après. D'un projet à l'autre, on apprend en travaillant. Là, je veux dire, un architecte, là, quand il commence, c'est rien finalement. Mais au fur et à mesure qu'il fait par exemple, un gros projet de maçonnerie ou un gros projet de peinture, ben là, à un moment donné, quand il passe un été à parler de peinture avec un peintre, ben là, à un moment donné, il commence à comprendre. Donc, la prochaine fois qu'il va faire de la peinture, il va être meilleur. Et ça, c'est l'avantage de se spécialiser. Nous, les architectes, on apprend sur le chantier. En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est vraiment en faisant des projets, c'est sûr que à un moment donné, après 10-12 ans, les corps de métier, on les a un peu toutes faites. Donc, on a déjà fait des plâtres, on a déjà fait de la ferblanterie, on a déjà fait de la maçonnerie. Mais à chaque projet, on apprend. Au Québec, il n'y a pas d'école d'architecture patrimoniale. Ça, c'est important. Donc, si je veux savoir comment restaurer, faire de la maçonnerie, de la peinture, de la ferblanterie, des plâtres, il n'y a aucune école qui enseigne ça. Oui, il y en a pour les gens de construction, eux autres, puis même dans le monde de la construction, des spécialisations. Il y a tout un enjeu actuellement dans cette recherche de donner des cours aux gens de métier. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'une part d'avoir un porteur de projet qui a une certaine ressource. Donc, ça prend à la limite une permanence ou enfin quelqu'un qui est affecté au projet et qui va faire le suivi quotidien. C'est pas vrai que ça peut tenir sur les épaules de bénévoles qui font ça à travers leur vie professionnelle ou autre chose. Parce que c'est important d'avoir des suivis réguliers. Et suite à quoi, c'est important de bien s'entourer. Quand on m'a confié ce mandat-là, je trouvais le mandat monumental. Mais en même temps, je me suis dit, je crois au potentiel, puis je me suis dit, ben si je le fais, je vais le faire bien accompagné. Ville de Percé, on n'est pas une grosse équipe, là. On n'est pas nombreux à l'hôtel de ville. Néanmoins, on se donne les moyens, on s'entoure. Donc, j'ai été chercher des consultants, des gens en qui j'ai confiance, qui ont de l'expertise là-dedans. C'est là où le Conseil du patrimoine religieux nous supporte là-dedans, c'est que financièrement, on peut payer ces consultants-là. Et c'est important de bien s'entourer parce que il y a énormément de choses à penser, il y a énormément de choses à visualiser. Donc, je pense que la clé, là, c'est d'avoir un porteur, quelqu'un qui est en charge du projet et de bien s'entourer de consultants de qualité.